aussi, c'est une confirmation pour dire qu'on a fragilisé la membrane externe des bactéries gram-négatives. Alors, la membrane externe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez le lipida, donc avec des ions divalents, type calcium, magnésium. D'accord? Et l'idée, ça a été de se dire, est-ce qu'en fait, on pourrait avoir une influence des ions magnésium ou bien calcium sur l'activité de la scolamine? Est-ce que si on chargeait le milieu en magnésium ou calcium, on perdait l'activité de la scolamine? En fait, c'est typiquement ce qui se passe. Ici, si on prend des ions monovalents, type sodium, dans chlorure de sodium ou phosphate de sodium, on ne note aucune variation, c'est-à-dire que la scolamine est toujours active, on a toujours 100% du flux. Attention là, parce qu'on est en inhibition des flux d'ATP, d'accord, c'est l'inverse de ce que vous voyez tout à l'heure. Donc là, on a toujours 100% des flux d'ATP, donc aucune influence des sels monovalents sur l'activité de la scolamine. Par contre, on a une influence dose dépendante lorsqu'on rajoute des sels divalents de type chlorure de calcium ou chlorure de magnésium. Donc avec 10 millimolaires par exemple, on obtient déjà 90% d'inhibition de l'effet de la scolamine sur Escherichia coli alors qu'elle marchait avant en présence simple. Donc, on voit bien que la scolamine doit s'insérer au niveau des lipidas, et donc c'est à ce niveau-là qu'elle doit conduire à une destruction de l'intégrité membranaire. Et là, le rapport molaire, on l'avait calculé, c'était à l'époque de 40 en ion divalent par rapport à la scolamine pour avoir une inhibition totale. Donc, en première approximation sur les bactéries gram-négatives, en fait, on peut dire que la scolamine, elle agirait comme un membre amotropique. Que les porines ne constitueraient pas donc une porte d'entrée de la scolamine dans les bactéries gram-négatives, qu'elle pourrait s'insérer ici en place des ions calcium et magnésium, qui donc conduirait à une déstabilisation de cette structure externe, et donc conduirait à la mort de la bactérie au final. Alors maintenant, par rapport à la bactérie gram-positive. Alors la bactérie gram-positive, en fait, sa membrane est plus simple, une seule membrane. Membrane plasmatique, ici des protéines de surface, d'acétylécoïde, d'idoglycane. Donc totalement différent. Donc on peut supposer dès le départ qu'en fait le mécanisme d'action va être différent par rapport au gram-négatif. Puisqu'en fait il n'y a pas de lipida, de composés calcium, magnésium. Donc on est reparti au niveau macro, morphologiquement. Donc sur Staphylococcus aureus, là encore, traitement par la colistine, la scolamine, en microscopie électronique. Alors pourquoi on a pris la colistine? Parce qu'en fait, il a été dit dans la littérature que la scolamine avait le même mécanisme d'action que la colistine. Ce que les gens ont oublié de dire quand même, c'est que la colistine sur les grammes plus, ça ne marche pas beaucoup. Et en fait, ce qu'on montre bien, hein, là ici vous avez le contrôle négatif, un staph traité par de la colistine, et le staph traité par de la scolamine. Alors là, bon, on voit bien quand même que l'aspect est totalement différent de ce que vous aviez tout à l'heure sur le Pseudomonas aeruginosa. Avec ici, on voit bien comme si en fait on avait coupé avec un ciseau la membrane, la clac, peut tout se vider dans le milieu. On le voit ici. Voilà. Donc, rien que ça, déjà, c'est intéressant. On a fait, comme tout à l'heure, le Dempsey study de la scolamine, pas de la colistine, parce que ça n'a aucun intérêt, je ne sais pas. Donc ici, on voit qu'en fait, en 1 heure de temps, on a une réduction de 4 logs du nombre de cellules vivantes en Staphylococcus aureus. Et donc, ça a un effet qui est très rapide, bactéricide, sur les bactéries gram-positives, et beaucoup plus rapide que les bactéries gram-négatives. Alors, on a quand même essayé de voir s'il y avait une influence, même si on n'y croyait pas beaucoup, des ions divalents de type magnésium et calcium. Donc, pour mémoire, je vous ai remis les deux bactéries gram-négatives, Copio et Escherichia coli. Donc en fait, on voit bien ici qu'on a une influence sans sel et avec sel. On passe de 8 à 64 et de 4 à 64 pour la scolamine. La colistine étant là encore, elle aussi, perturbée dans ce cas-là. Par contre, dans le cas du Staphylococcus aureus, l'amique en fait reste inchangée. De même que pour la topramycine. Donc pas d'influence de sel divalent. Donc mécanisation qui est différente de ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors pour essayer de voir ça, on a essayé de voir le flux d'ATP, comme précédemment. Essayer de voir ce qui se passe. Donc ici, un staph et un streptococcus pneumoniae traité par de la colistine, alors à leur mythe, donc assez haut, et on voit bien qu'en fait, on n'a pas de flux d'ATP majeur qui est observé. Alors que dans le cas du traitement par de la scolamine, on voit qu'en fait, on obtient 80%, voire plus de 90% du flux d'ATP en moins de 5 minutes de temps, même pas, parce qu'en fait, c'est à ce moment-là ici que l'on ajoute le produit. Donc en fait, il faut un temps très bref pour arriver à avoir un flux d'ATP très important.
donné que la grande différence aussi entre les grammes moins et les grammes plus, c'est que les grammes plus ont leur membrane qui est chargée négativement, mais de façon très forte. Donc en fait, étant donné que notre molécule est chargée positivement, vous avez vu, il y a NH3+, NH2+, partout sur la chaîne polyaminée, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de mesurer une dépolarisation membranaire, tant sur les grammes moins que sur les grammes plus, avec la scolamine. Donc en fait, c'est ce qu'on a fait ici. Parce qu'ici, bon, on a une mesure, on additionne la scolamine à ce moment-là et on regarde sur différentes souches, le staph, le strepto, et puis ici le pio et Escherichia coli. Et on voit bien que sur les grammes négatifs, il ne se passe absolument rien, pas de dépolarisation membranaire. Par contre, dans le cas des grammes positifs, on a plus de 40 à 60%, dépendant de l'espèce en fait, de maximum de fluorescence qui est mesuré. Donc rendre compte d'une dépolarisation qui est quasiment instantanée dès que l'on ajoute le produit dans le milieu. Donc en fait, première approximation, qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? C'est que bon, elle pourrait agir, la scolamine pourrait agir comme un détergent. C'est-à-dire qu'elle a un effet très rapide, au moins de 10 secondes in vitro. On a un effet qui est physique dans ce cas-là, c'est-à-dire que cette dépolarisation membranaire, elle impliquerait une variation interne de la pression osmotique. Donc pression interne qui serait très importante par rapport à la pression externe, et à ce moment-là qui conduirait à la rupture de la membrane telle qu'on le voit qui s'ouvre comme ça. À ce jour, malgré tous les efforts qu'on a pu faire, on n'a pas réussi à obtenir de sources résistantes tant grammes positifs que grammes négatifs. Et il n'y a aucune antibiotique qui est rapportée dans la littérature qui possède de tels mécanismes d'action. Voilà, donc ici, je vous rappelle le mécanisme synthétique, c'est pour rappeler l'ensemble du mécanisme d'action tant sur les grammes positifs que sur les grammes négatifs. Donc ici, la dépolarisation membranaire qu'on pourrait imager par ça, ce serait de la scolamine qui se collerait à la surface, qui induirait une variation donc, de pression interne par rapport à la pression externe et qui induirait une éclatation de la membrane. Et ici, dans le cas des grammes négatifs, pour schématiser en fait les boursouflures que l'on voit ici, ça serait l'insertion de la scolamine à la place des ions calcium-magnésium qui conduirait à une reformation de ce lipopolysaccharide sous la forme de micelle en fait, et qui conduirait donc à ces petites boursouflures et donc à la mort de la bactérie. Donc maintenant j'arrive un peu à la fin. C'est qu'est-ce que de tout ça, moi en tant que chimiste, je peux en déduire en fait. Donc l'investigation des mécanisations est très importante parce que comme ça je vois déjà très bien un peu comment ça marche. J'ai déjà cette idée que la chaîne polyaminée, puisqu'il faut des charges plus, c'est très important. Donc ça c'est un des éléments que je ne peux pas enlever. Que la chaîne hydrophobe, ça aussi ça a l'air très important puisqu'en fait ça pourrait interagir avec les lipopolysaccharide. Et donc ça permettrait de décrire de nombreux analogues et d'établir des relations structure-activité. Donc le problème, ça serait de concevoir de nouveaux cholestérols en fait. Alors là, pour rappel rapide, la synthèse de la scolamine, c'est quelque chose d'assez compliqué. Ça se fait entre 10 et 17 étapes et vous voyez les rendements chimiques, c'est entre 0,3 et 19%. Donc c'est un peu rédhibitoire comme synthèse. Ça fait intervenir des réactifs qui sont relativement chers. Ces stérols-là sont très peu courants, sont trouvés, il y en a un qui celui-là se trouve que dans une plante endémique chinoise, donc c'est compliqué à obtenir. Donc c'est pas une voie très intéressante. Donc le chimiste, qu'est-ce qu'il aimerait, c'est essayer de comprendre, dans mon cas, l'intérêt de tous les groupements fonctionnels, tant la présence de cette plateforme ici de type cholestane, le groupement sulfate, hydroxyde et amino ici. Et est-ce que l'ensemble de ces groupements sont nécessaires ou bien est-ce qu'en fait il y en a certains qu'on peut supprimer? Parce que la nature n'a pas forcément prévu à la base de fabriquer cette molécule-là pour traiter les infections bactériennes comme on souhaite le faire nous. Donc en fait l'idée serait de fabriquer des analogues de ce type-là qui comporteraient la chaîne polyminée, n'importe où sur ces cycles-là, un groupement hydroxyle, là encore à volonté où vous voudrez, ou bien qui comporterait simplement cette chaîne polyminée-là, mais pas le sulfate ni le groupement hydroxyle. Le problème, c'est comment faire ça. Bon, moi, quand on a commencé ce travail-là, en fait, on ne sait pas faire dans la littérature, il n'y avait rien. Donc, il n'y avait que des méthodes qui étaient très longues, itératives et très longues. Donc, on a mis au point des méthodes de synthèse. Alors ici, je vous présente le premier truc qu'on a fait. C'est à partir du cholestérol. Donc déjà, l'intérêt, c'est que ça ne coûte pas cher. Le cholestérol, c'est souvent par kilo. En 6 étapes, on peut fabriquer cet intermédiaire-là. Et nous, on a mis au point au laboratoire, c'est une réaction qui est très importante pour nous. C'est une réaction de lamination réductrice au titane qui permet en une étape
de fonctionnaliser ici avec une chaîne polyaminée. Alors, typiquement, on peut introduire cette molécule-là avec un rendement de 45%. Alors pourquoi étudier ça? Avec cette méthodologie-là, j'ai pu fabriquer cette molécule-là, donc qui ne comporte que la chaîne polyaminée, et celle-là qui comporte la chaîne polyaminée et le groupement hydroxyle, comme dans le cas de la scolamine. Alors, on a vérifié les activités antimicrobiennes pour essayer de comprendre qu'est-ce qui était important ou pas. Alors comme vous le voyez sur les champignons, on a des activités de la scolamine de 25 à 50 microgrammes par ml. La molécule 2 reste active de 6 à 50 microgrammes par millilitre. Et la molécule 3, elle est encore active de 12,5 à 5 supérieur à 50, comme la scolamine. Sur les Staphylococcus aureus et Enterococcus fecalis, dans ces cas-là, 3, 12 et 12,5 pour la scolamine, et exactement les mêmes valeurs, voire meilleures dans le cas de la molécule 3. Donc en fait, tout ça suggérait que finalement, il n'y avait peut-être pas tout qui était important sur cette molécule-là. Le point intéressant, c'était dans le cadre des bactéries gram-négatives, puisqu'on passait de 2,5 et 8 dans le cas de Poly et Pio sur la scolamine, mais que la molécule 2 ne marche absolument pas sur les bactéries gram-négatives. Que donc la présence d'une molécule d'une simple chaîne polyaminée n'était pas suffisante pour conduire une activité antimicrobienne vis-à-vis des gram-. Par contre, le dérivé 3, là, qui n'a qu'un groupement hydroxyle en plus, eh bien lui, en fait, on restaure l'activité comme la scolamine. Alors tout ça, ça permet de dire quoi? Qu'en fait, ce groupement sulfate, là, il ne sert pas. Il n'est pas important dans ce qu'on recherche comme activité là. Peut-être qu'en cancéro, il est important, hein, mais là, en ce cas-là, dans le cas des activités antimicrobiennes ou antifongiques, il n'est pas nécessaire. Et donc, fabriquer des groupements, des composés qui comporteraient des groupements hydroxyles et polyaminés, eh bien, déjà, c'est plus simple que le chimiste. Alors, sur cette base, en partant du cholestérol en 2 étapes, mais maintenant, même en 3 étapes, mais maintenant on peut le faire en 2, on est capable de fabriquer des analogues de ce type-là, donc avec un groupement hydroxyle ici, et une chaîne polyaminée ici. Donc pour la chimie, c'est terminé. Maintenant, je vous parle simplement des tout derniers résultats, à savoir, donc on a fabriqué ces deux dérivés-là, qui sont en fait, si vous le regardez, totalement identiques. Ce qui change simplement, c'est que ce sont des diastéréoisomères, et ce carbone asymétrique, en fait, ici, on a la liaison qui pointe vers l'arrière, et ici, qui est vers l'avant, donc alpha ou bêta. Ce qui est rigolo, c'est quand on fait de la modélisation moléculaire, on se rend compte qu'en fait, celui-là, il y a une partie hydrophobe ici, très bien représentée, et une partie hydrophile qui est totalement perpendiculaire. Alors que dans le cas du dérivé bêta, on a les deux parties qui s'éloignent. Donc en fait, une partie hydrophobe ici et une partie hydrophile. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que, bon, sur Staphylococcus aureus, étant donné que j'ai dit que c'est un phénomène physique qui dépendrait simplement des charges positives, hein, en fait, on retrouve les mêmes activités. Ça paraît tout à fait logique. Même ça aurait été surprenant de trouver l'inverse. Par contre, dans le cas des grammes négatifs, que ce soit le Pio ou Escherichia coli, on passe de mythes qui sont supérieurs à 100 dans ce cadre-là, à des mythes de 8 à 4 microgrammes par millilitre. Alors ça, on peut se dire que c'est peut-être parce que ça interagit beaucoup moins bien au niveau du lipida, mais en fait, généralement, quand on a un centre asymétrique qui fait vraiment changer une molécule de l'un à l'autre, c'est qu'on a plutôt une cible enzymatique. Et donc, à mon sens, c'est un peu ce qu'on est en train d'essayer de démontrer avec un collègue qui travaille à Liège, en Belgique, c'est qu'on a, dans les grammes négatifs, on aura une première attaque au niveau de la membrane, mais une deuxième attaque après sur une cible enzymatique, que moi j'ai prédit pour être une glycosyltransférase, ce qui semble pas se vérifier, c'est-à-dire qu'on a obtenu 100% d'inhibition de l'activité de la glycosyltransférase in vitro par de la scolamine ou d'autres dérivés aminostéroïdiens à des concentrations de l'ordre de 10 micromolaires. Et puis mon collègue, il a pu co-cristalliser avec une glycosyltransférase d'Escherichia coli, un aminostérol ici, vous voyez représenté. Et donc en fait maintenant on essaie d'aller un peu plus loin, de cristalliser plutôt la scolamine ou d'autres dérivés beaucoup plus actifs, parce que celui-là est un dérivé actif que pas transcendant, donc on voudrait avoir quelque chose d'un peu plus pertinent pour pouvoir publier par la suite. Voilà, donc en conclusion, je ne vous ai pas présenté la chimie, parce qu'en fait la chimie, à l'heure actuelle, ça représente plus de 500 composés qui ont été synthétisés, appliqués pour essayer de bien comprendre tout ce qui était relations, structure, activité, ni ce qui est en train d'être développé au laboratoire, au niveau des applications maintenant, c'est-à-dire par exemple ce que fait l'AMIA, à savoir le développement de pommades pour la décolonisation nasale à Staphylococcus aureus, pour lequel on a déposé un brevet, la fabrication, là encore par l'AMIA, de cachets à base de scolamine pour réaliser de la désinfection de matériel, et également le travail de Samir Ayesh sur l'utilisation de la scolamine en aérosol pour le traitement de rats avec des infections chroniques au niveau pulmonaire par Pseudomonas aeruginosa.